La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique présentée par le groupe Mallette. Je suis en compagnie de Maître Gabrielle Sanson. Bonjour. Bonjour. Notaire, bien important de mentionner parce que maintenant, on offre des services comptables chez Mallette, mais maintenant des services juridiques dont fait partie Maître Nathalie Dubé et Maître Gabrielle Sanson, nos chroniqueurs. Oui. Vous allez bien? Ça va très bien, vous aussi? Oui, merci. Oui. On va parler aujourd'hui du régime de protection. Moi, quand vous m'avez suggéré ce titre pour la chronique, j'ai dit, c'est quoi un régime de protection? Qu'est-ce que c'est? Bon, le mandat d'inaptitude. Oui, ça englobe entre autres le mandat en cas d'inaptitude qu'on appelle maintenant le mandat de protection, qui est la même chose. Dans le fond, le régime de protection, c'est vraiment ce qu'on met en place lorsqu'une personne est vulnérable. Donc, une personne qui est devenue inapte à administrer ses biens, à prendre soin de sa personne. On a des procédures à faire dans ce temps-là pour s'assurer que la personne va être représentée, s'assurer qu'on a des bonnes personnes autour d'une personne qui est vulnérable. Dans le fond, c'est ça, un régime de protection. Le titre le dit, c'est pour la protection de la personne. Qu'est-ce que vous entendez par une personne qui est vulnérable? Oui. Jusqu'où ça va? Jusqu'où on peut être avant de tomber vulnérable ou qu'on ne l'est pas? Dans le fond, une personne qui est en perte d'autonomie. On peut avoir, quand je parle d'inaptitude, on peut avoir différents degrés d'inaptitude. Est-ce que vous parlez de physique ou encore, ça peut être il y a les deux. Ou... Il y a les deux. Dans le fond, Okay. Quand c'est physique seulement, il y a moyen de mettre en place une procuration générale que la personne qui est moins en mesure de se déplacer pourra nommer une personne de confiance qui peut aller faire certains actes pour elle. Mais cette personne-là a toujours... Comme en bon québécois, on dit elle a toute sa tête. Cette personne-là est encore capable de prendre des décisions et de comprendre, dans le fond, les choses. Donc, c'est vraiment juste physiquement qu'il y a quelqu'un qui va la représenter. Quand, par contre, au niveau mental, on commence à avoir certaines facultés qui sont affaiblies, on devient vulnérable. Puis, malheureusement, il y a des gens qui profitent de cette vulnérabilité-là des personnes. On a... je peux vous donner l'exemple le plus facile, le cas classique où il y a quelqu'un qui va à la caisse pour avoir accès à son compte, puis qui est accompagné d'un neveu, d'un ami, d'une nièce, peu importe, que cette personne-là, à la caisse, on ne la voyait pas nécessairement avant accompagner la dame qui va à son compte et que la dame commence à faire une fois de temps en temps des retraits dans son compte et souvent, elle est accompagnée de cette personne-là. Peut-être qu'il n'y a rien, dans le fond, que la personne vient vraiment s'occuper, par exemple, de sa tante et que tout est fait dans les règles. De l'art, là. Oui, mais peut-être aussi que ça peut porter à se poser certaines questions, à se dire, est-ce que cette personne-là, présentement, il y a quelqu'un, dans le fond, qui profite d'une certaine vulnérabilité, puis est-ce que c'est correct de laisser avoir accès avec l'autre personne, dans le fond, qu'elle fasse ces retraits-là qu'elle ne faisait pas nécessairement avant dans son compte. Souvent, on a les institutions financières qui sont les personnes de première ligne qui peuvent être témoins de certains actes comme ça. Détecter aussi, hein? Détecter, oui. C'est là que c'est important que le réseau d'une personne qui devient vulnérable, que son réseau élargi, donc on ne parle pas nécessairement de la famille qui est très proche parce que certaines personnes n'ont malheureusement pas beaucoup de famille autour d'eux, mais justement, la conseillère à la caisse ou à la banque qui est habituée de voir la personne, c'est sûr, son médecin, quand il y a un travailleur social qui est déjà au dossier aussi, c'est toutes des personnes qui permettent de dire à un moment donné, bien, la personne, elle est en perte d'autonomie et il y aurait lieu de lui nommer quelqu'un pour s'occuper d'elle, pour pouvoir administrer ses biens. Mais qui fait ça? Parce que là, tout ça, c'est bien beau. Oui, là, dans le théorique, c'est très beau. Oui, mais qui fait ça? Dans le fond, c'est que... Parce que si la personne est déjà en perte d'autonomie, si elle a une famille immédiate, des enfants, c'est pas trop ça va se faire, problème. c'est ça. Mais sinon, si c'est une autre situation, donc en général, qui s'occupe de tout ça? Ça arrive quand même souvent que, justement, comme vous dites, quand on a une famille qui est proche, qu'on a des enfants, qu'on a le conjoint qui est là ou des frères et sœurs qui sont encore proches, ils vont se faire conseiller souvent par le CLSC de venir nous consulter parce qu'ils vont dire, bien là, la personne avait fait un mandat, il faudrait voir, dans le fond, pour vous informer, pour faire homologuer, ce qu'on va parler aussi tout de suite après.
Mais c'est là que c'est important quand une personne a moins de réseau. Cette personne-là, souvent, elle va avoir des soins, elle va avoir, que ce soit la pharmacie qui livre les médicaments quand c'est le même livreur qui vient souvent, que ce soit une personne à la caisse ou à la banque, que ce soit le travailleur social qui était attitré au dossier. C'est toutes des personnes qui voient quand même régulièrement la personne et qui peuvent se rendre compte qu'il y a peut-être des... Qui voient des signes. Oui, qu'il y a peut-être des signes que ça va un petit peu moins bien. Dans ce temps-là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'important, c'est qu'il faut s'assurer que les intérêts de la personne sont protégés, que ses actifs sont protégés, dans le fond, qu'il n'y a pas de risque que quelqu'un profite de la situation de la personne qui serait devenue vulnérable par un début d'inaptitude. C'est là que je vais vous parler pour les régimes de protection. Souvent, les gens qui ont déjà fait un mandat en cas d'inaptitude ou mandat de protection, souvent, les gens ont en tête que, étant donné que le mandat est fait, il n'y a rien d'autre à faire. Si la personne devient inapte un jour, on utilise le mandat, on est correct. Dans les faits, il y a une procédure qui doit être faite, dans le fond, parce que la loi, ce qu'elle vient dire, c'est qu'on veut s'assurer que la personne elle est effectivement inapte à prendre des décisions et à administrer ses biens. C'est quand même quelque chose d'important de venir dire que la personne est plus apte, donc ses droits civils maintenant vont être exercés par quelqu'un d'autre. C'est quand même quelque chose de gros. Donc, il faut s'assurer que le médecin, le travailleur social vont faire des évaluations, venir dire, oui, cette personne-là, elle est plus apte à prendre des décisions et administrer ses biens. C'est pour protéger aussi des personnes qui seraient devenues inaptes ou qui seraient en voie de devenir inaptes, puis qui ont pas beaucoup de famille. Des fois, il y a une nièce que tout d'un coup, elle va s'occuper de sa tante. Ce qu'on ne sait pas des fois au début, c'est que la nièce a connaissance que peut-être qu'elle va hériter plus tard, donc ça peut l'intéresser. Il y a des gens qui voudraient homologuer le mandat trop rapidement pour pouvoir avoir accès aux actifs des personnes. Donc, la procédure sert vraiment à ça. Le médecin et le travailleur social vont venir se pencher sur l'aptitude de la personne. Et s'il y a effectivement inaptitude, on va faire une procédure à la cour pour venir dire à la cour, bien, voici avec les évaluations qu'on a, avec la rencontre qu'on a faite avec la personne, il n'y a pas de doute, la personne doit avoir un représentant qui va s'occuper d'elle, qui va pouvoir exercer ses droits, administrer ses biens et protéger la personne. Donc, c'est vraiment un jugement de la cour à la fin qui vient dire, oui, il y avait un mandat qui avait été fait. Ce mandat-là était valide, mais il n'était pas encore mis en vigueur. Maintenant, on le met en vigueur parce que la personne a besoin. Et c'est là que vous intervenez? Dans cette procédure-là, dans le fond, initialement, on demande les évaluations du médecin et du travailleur social. Nous, on peut faire cette procédure-là. On accompagne la famille tout au long. Quand on a les évaluations, dans le fond, on fait une demande officielle au notaire qui vient dire on veut procéder à l'homologation du mandat. Le notaire va rencontrer la personne qui est devenue inapte parce que, oui, on n'est pas médecin, on n'est pas travailleur social, on n'est pas en mesure de venir diagnostiquer, mais on est en mesure de constater ce qu'on a lu dans les évaluations du médecin et du travailleur social. Donc, on vient confirmer l'information qu'on a. Et ultimement, on monte un dossier finalement que justement on dépose à la cour et on va venir dire à la cour, selon ce que j'ai fait, selon mes observations, il est nécessaire d'homologuer le mandat de la personne pour la protéger. Mais qui dit aux gens que cette personne-là a un mandat d'inaptitude ou un régime de protection C'est bonne question. Qui a été fait chez vous? Dans le fond, c'est que quand on a les évaluations en main, qu'on confirme que la personne doit être présentée, ça se peut qu'on n'ait pas connaissance à ce moment-là qu'il y a déjà eu un mandat qui a été fait. La première étape qu'on va faire, c'est qu'on va faire une demande de recherche de mandat à la Chambre des notaires et au Barreau du Québec parce que tous les mandats qui sont faits devant le notaire sont enregistrés à la Chambre des notaires. Okay. Donc, la Chambre des notaires va nous dire... qu'un testament. Comme le testament. Okay. La Chambre des notaires va venir nous dire si la personne avait déjà fait un mandat, et avec quel notaire le mandat avait été fait, ce qui va nous permettre d'obtenir une copie si jamais la famille n'en a pas. C'est là que, justement, si les recherches nous disent oui, il y avait un mandat, on va pouvoir homologuer le mandat. Mais qu'est-ce qui arrive si la personne n'avait pas fait de mandat de protection? Du tout. C'est sûr que la personne doit être représentée quand même. C'est pas parce qu'elle n'avait pas prévu à l'avance qu'on va faire comme si de rien n'était. Le principe est semblable. On a une procédure qu'on va déposer le dossier à la cour à la fin avec les évaluations du médecin et du travailleur social. Par contre, dans un cas comme ça, il y a un conseil de famille qui va devoir se rencontrer.
Donc, c'est vraiment le conseil de famille et d'amis qui va venir décider qui est nommé comme représentant. Et on va nommer aussi 3 personnes qui vont faire partie d'un conseil de tutelle. Ces personnes-là vont surveiller le représentant, ils vont être là pour le conseiller dans les décisions. Étant donné que la personne n'avait pas fait de mandat, on veut s'assurer que là, elle est bien protégée. Donc, il y a un représentant qui est nommé, il y a 3 personnes qui vont surveiller ce représentant-là et il y a le curateur public aussi qui va jouer son rôle, à qui on va devoir rendre un rapport annuellement pour dire qu'est-ce qui a été fait, quelles décisions ont été prises dans l'année, les dépenses qui ont été faites, les revenus que la personne a eus. Probablement que ça part de là quand les gens disent si on n'a pas fait de mandat, ça va être la curatelle publique. Dans le fond, c'est que le curateur public a un pouvoir de surveillance là, pour s'assurer qu'on vient dire la personne, vu qu'elle n'avait pas fait de mandat, elle n'avait pas nommé la personne en qui elle avait confiance pour s'occuper d'elle. Donc, on veut s'assurer que la décision qui a été prise par le conseil de famille et d'amis, c'est vraiment la meilleure décision qui pouvait être prise. Mais à quel moment la curatelle peut embarquer dans le dossier? Initialement, dans le fond, quand on entame la procédure, le curateur public est informé de la procédure. Même si on homologue un mandat, le curateur public est au courant que la procédure se fait, mais de façon générale, il va être plus à l'écart. Il va simplement s'assurer que la procédure elle est bien faite. Dans le cas où on n'a pas de mandat, le curateur public est impliqué dès le départ du dossier et quand on a le représentant qui est nommé, ils vont contacter le représentant pour l'informer, dans le fond, justement, des devoirs qu'il a à faire à chaque année, des rapports qui doivent être faits à chaque année. OK. Est-ce qu'il y a un lien entre le régime de protection et le testament? Est-ce qu'on s'approche un de l'autre? Là? C'est une bonne question. On a souvent, les gens pensent souvent que c'est relié ensemble. Le lien qu'il y a... Moi, c'est ce que j'imagine, là, comme il semble qu'un ne va pas sans l'autre. Si on fait un, il faut avoir l'autre. Les deux, c'est vraiment séparé. Il faut vraiment le voir que le mandat, c'est au moment où on est encore là, dans le fond, mais qu'on est inapte. Dans le fond, donc, on a besoin de quelqu'un qui s'occupe de nous. Le testament qui va vraiment être au moment de notre décès. Donc, les deux ne s'utilisent pas au même moment, dans le fond, de notre vie. Le lien qu'il y a entre les deux, c'est que si jamais on a un mandat qui a été mis en vigueur ou un régime de protection qui a été mis en place, le représentant qui est nommé pour s'occuper de nous va devoir rendre compte à nos héritiers pour venir dire, voici le travail que j'ai fait, voici quels sont les actifs qu'il y a présentement. Donc, étant donné que je m'occupais de la personne, c'est moi qui est en mesure de vous dire qu'est-ce qu'il y a présentement dans la succession. Mais sinon, c'est vraiment 2 documents qui s'utilisent à des moments différents de la vie. Ça se peut qu'on ne devienne jamais inapte, donc ça se peut que le mandat, on ne l'utilise jamais. Le testament, par contre, lui, on ne sait pas quand, mais on sait, c'est certain, qu'il va être utilisé. On sait qu'il va servir un jour. Il n'y a pas de doute qu'il va servir. Il y a une date qui est marquée quelque part. C'est ça. Est-ce que quand vous rencontrez les gens pour le régime de protection ou pour le testament, est-ce que vous proposez, bon là, vous venez faire faire enregistrer votre régime de protection, est-ce que vous avez un testament? Est-ce que vous avez prévu où, si vous faites le testament, est-ce que vous avez un régime de protection? Est-ce que vous conseillez les gens par rapport à l'importance de ces 2 documents? C'est sûr que dans ce sens-là, un ne va pas sans l'autre parce que souvent, les gens font leur testament et leur mandat en même temps. Okay. De façon générale, les gens, initialement, ils nous consultent pour leur testament et on leur demande s'ils connaissent le mandat en cas d'inaptitude, s'ils savent que ça existe. On leur explique ce que c'est. Par la suite, les gens voient s'ils souhaitent le faire ou non, mais on s'assure quand même qu'ils ont l'information, qu'ils savent ce que ça implique s'ils n'en ont pas, ce que c'est d'avoir un mandat aussi. Souvent, les gens vont venir, ils vont faire les 2 en même temps parce que, effectivement, on vient dire, on protège notre décès, mais on va se protéger nous-mêmes aussi en même temps si jamais un jour on n'est plus en mesure de le faire par nous-mêmes. Et avec tout ce qu'on a dit sur l'importance d'un testament ou d'un régime de protection, est-ce que les gens réagissent à ça? Est-ce que les gens commencent à comprendre l'importance? Parce que vous avez le temps de le faire, il n'y a pas de problème. On a beaucoup de travail. J'ai une bonne famille. Puis, est-ce qu'aujourd'hui, on comprend plus l'importance d'avoir ces documents-là? Les gens sont peut-être un peu plus informés maintenant, mais il nous reste beaucoup de travail à faire. Justement, vous l'avez bien dit, les gens, c'est souvent « j'ai une bonne famille », ils vont s'en occuper. Par contre, on le voit quand les familles doivent passer par le processus où il y a un conseil de famille qui se rencontre.
c'est très lourd, c'est très exigeant pour eux. Si les familles, c'est pas tout le monde qui s'entend bien, ça crée souvent des conflits pour savoir quelle décision on va prendre et tout ça. Et même si on s'entend bien, ça peut créer des conflits. Même si on aussi, s'entend bien, il y a des conflits qui peuvent... peuvent naître. Il est question d'argent, il est question de savoir qui va s'occuper de notre mère, des fois, il y a des vieilles rancœurs qui sortent à ce moment-là, malheureusement. Donc, on a beaucoup de travail encore à faire parce que très souvent, les gens qui doivent passer par la procédure où il y a un conseil de tutelle qui est formé, où il y a un conseil de famille qui se rencontre, très souvent, les gens qui vont avoir participé au conseil de famille vont venir nous voir par la suite pour faire leur mandat parce qu'ils vont dire « Moi, je ne veux pas que ma famille passe par ce processus-là ». Donc oui, les gens sont plus informés qu'avant, mais il nous reste encore beaucoup d'informations à transmettre. Il y aurait eu tellement encore de nombreuses questions à vous poser, mais c'est tout le temps qu'on a. Hein? Merci beaucoup. C'est très intéressant comme chronique. Donc, Maître Gabriel de Sanson, ici chez Groupe Manette, au 14 Chemin des Poiriers, Montmagny, 248 57 77. Juste vous informer, juste pour être certain que tout va se faire dans les règles de l'art, puis que vous, votre famille, que personne n'aura de problème, parce qu'à un moment donné, il y a une date qui est marquée quelque part, et ça, personne n'y échappe. Exactement, malheureusement. Oui, malheureusement, mais c'est ça. Merci beaucoup, Maître Gabriel Sanson, du groupe Manette. Voilà, ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui.